Oh, mais quel homme! Fais un coucou, Non mais tout à l'heure, il n'y a pas forcément de monde aussi tout à l'heure. Essaye de traîner le matin. Merci beaucoup. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire aussi. Pour la cuite de Nous sommes une compagnie de reconstitution historique basée sur le XIIIe siècle avec un débordement sur le XIVe siècle. On vous présente des pièces archéologiques, des reproductions de pièces archéologiques faites à partir de ce qu'on a pu retrouver en fouille, de ce qu'on a pu voir en enluminure ou dans des représentations d'époque, de l'équipement du militaire, aussi bien du chevalier que du piéton. Et on va également faire des démonstrations de combat un peu plus tard, sur comment est-ce qu'ils se battaient à l'époque. Derrière moi, il y a également des explications sur la chirurgie médiévale, ainsi que sur la taille de pierre et sur l'hygiène médiévale, comment cela se déroulait également à partir de pièces de fouilles, à partir de manuscrits et à partir d'enluminures historiques. Alors moi je suis un piéton 13e siècle, donc entre 1200 et 1300. Je suis un combattant à pied professionnel, équipé d'un gant bison, donc une tunique rembourrée, d'un haubert ou ce qu'on appelle la cotte de maille, qui va m'assurer une protection assez élevée. J'ai une épée qui est l'arme par excellence du combattant médiéval. Je peux également être équipé d'un casque ou d'autres armes comme une hache par exemple, une masse ou des armes un peu plus impressionnantes comme les fauchons. Par exemple, voilà, qui est une reproduction d'une pièce de ce qu'on peut voir en enluminure, qui est sans aucun doute un dérivé d'outil de boucher qui est réutilisé pour la guerre. Tout simplement parce que ce qui sert en boucherie peut tout à fait servir à la guerre pour démembrer son adversaire. Un peu plus loin de ce côté-là, on va avoir, si tu veux, voilà. Oui, bah du coup, en fait, période plus fin du XIVe siècle. Donc je représente en fait un chevalier plutôt type mercenaire dans les grandes compagnies. Donc du coup, mon métier c'est la guerre. Je suis une petite noblesse, je vis de la guerre. Et du coup, mon équipement me permet moi d'avoir ma richesse et en fait, puisque la noblesse permet d'avoir un peu d'équipement, donc du coup des plaques d'armure. Plaques d'armure qui arrivent du coup au milieu du XIVe siècle, où l'armure commence à se démocratiser. Contrairement en fait à mon camarade qui a que de la cotte de maille, moi je suis entièrement en plaque. Et bien sûr, le tout est accessible et très bien articulé. Donc un chevalier, de toute façon quand il tombait de son cheval, pouvait largement se relever là-dessus. Donc forcément, on a des trucs un peu plus modernes. Est-ce que tu peux comparer les moufles et les... Voilà. Pour donner un exemple, un gantelet du XIIIe siècle et un gantelet de la fin du XIVe siècle. On voit tout de suite là, la différence de technologie qu'il y a pu avoir. Le travail de l'acier en fait qui s'est amélioré en fonction de l'époque. Donc on a là un casque de chevalier du XIIIe siècle, mi-XIIIe siècle, comparé à côté d'un casque XIVe siècle. Pareil, comme les gants. Alors on voit donc une évolution avec l'ajout d'une visière, une protection de nuque également plus développée. Et surtout la forme en fait du bassinet, qui alors ça contre une épée, ça fait un choc. Ça résonne dans la tête, ça peut provoquer des traumatismes, alors qu'une épée, là où une autre arme, va tendance à glisser sur le bassinet, parce qu'on s'est amélioré sur les techniques d'acier, beaucoup plus performants, du coup, voilà, on peut faire des choses plus utiles au combat. Et aussi, on peut relever la visière pour pouvoir respirer, ce que ne peut pas faire du coup la différence de l'évolution en fait en 150 ans, ce qu'on a pu faire. Lors du temple, bien connu sous le nom de Templiers. Et donc moi, contrairement à ces trois personnages qui se sont présentés avant, moi je suis un religieux. Donc ce qui va différencier, c'est que je vais plus me rapprocher de Joachim, ici présent, donc avec une cotte de maille et un gant bison. Mais ce qui va différencier, c'est que moi j'ai le droit de porter le manteau religieux ainsi que la croix. C'est ce qui va nous différencier des croisés. Les croisés, ce sont ceux qui vont coudre une croix
sur leurs vêtements militaires, mais qui sont des laïcs. Alors que les Templiers sont des monastiques qui ont fait leurs vœux de chasteté, d'obéissance et de pauvreté. Du coup, ils portent la croix en permanence. Donc du coup, on ne peut pas considérer ça comme étant des laïcs et des croisés. Donc comme ils font partie d'un ordre, on ne les appelle pas les croisés, on les appelle les Templiers. Voilà. Et donc, moi, je me rapproche énormément du style militaire de 13e, donc je vais porter aussi le moufle de maille, ici présent, aussi le gantelet de 13e. Je vais porter, parce que les Templiers, comme je suis là en blanc, ce sont les chevaliers, donc on est à cheval, et donc je vais porter ce facial à timbre plat, qu'on voit là. Et aussi le grand aume qu'on n'a pas là malheureusement, mais surtout, ce qui est le plus souvent employé, ça va être le nasal. Le nasal parce que c'est le plus pratique pour pouvoir respirer et pour pouvoir voir, parce qu'on se trouve en Terre Sainte, les Templiers se trouvent essentiellement en Terre Sainte au XIIIe siècle, et donc du coup c'est plus facile pour pouvoir aborder un combat au long terme. Alors moi le costume il est en laine de mouton, voilà, c'est vraiment du mouton, de la laine de mouton et en blanc. Le blanc c'est vraiment très symbolique pour le temple, le blanc c'est la pureté. S'ajoute à ça une croix en rouge. La croix en rouge fait office de la passion du Christ, le Christ crucifié. C'est pour ça qu'on est bien connu avec le manteau blanc et à la croix rouge. On porte aussi une coiffe. Comme nous sommes des religieux, nous n'avons pas le droit de rester et de déambuler la tête découverte. Même dans l'église, on a le droit, on est un des seuls ordres à avoir le droit à rester couvert dans l'église pour entendre l'office. Vous avez aussi, chez les Templiers, mais il n'y en a pas ici, vous avez les sergents qui sont exactement dans la même tenue que moi, mais en noir, avec la croix rouge. Alors pourquoi le noir? Ce sont des roturiers. Donc du coup, ils ne sont pas d'essence, ils ne sont pas de descendance noble. Donc c'est pour ça qu'ils portent la tenue noire, c'est-à-dire le côté un peu impur du personnage. Voilà. Et souvent vous voyez ce qu'on appelle le bosséant templier, qui est en noir et blanc. Le blanc est au-dessus et le noir est en bas, orné de la croix. Et ce bosséant-là signifie aussi les sergents et les chevaliers. Alors on va mettre le blanc au-dessus et le noir en bas, tout simplement parce qu'on s'élève de la noirceur à la lumière et pas l'inverse. J'ai une cotte d'armes qui se rapproche énormément de la tenue monastique qu'on peut voir d'un moine. On a le chapelet caractéristique du religieux. Et la seule chose aussi qui nous différencie, c'est que comparé à ce monsieur-là et à lui, le Templier va être le plus austère possible. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'encombrer avec de l'or, il ne va pas s'encombrer avec toutes sortes de fioritures, de bagues ou de trucs du genre. Lui, ce n'est pas vraiment son truc. Il vit suivant une règle religieuse qui est issue des cisterciens. Et cette règle-là, ça a été la plus dure, la plus compliquée et, au Moyen-Âge. Et donc du coup, voilà, donc c'est très austère. Vous avez l'épée qui ressemble très exactement à celle présentée auparavant. Et vous avez le cuir et la pochette pour mettre tout objet pouvant servir. Le Templier n'a pas le droit d'avoir d'argent sur lui. C'est un moine, comme il a fait vœu de pauvreté, il ne doit pas posséder d'argent sur lui. Ça, c'est un péché. Et s'il meurt, et qu'on retrouve de l'argent sur lui, il n'a pas droit aux obsèques chrétiens. Voilà. C'est ça qui fait l'ordre du Temple assez rude et un ordre très complexe au niveau de la vie. C'est un des plus durs au niveau de règles monastiques. D'aller chercher. Après, idéalement, normalement, je devrais être un mec déjà, je devrais être un homme. Et je suis écuyer de monsieur fin 14e. Donc c'est moi qui l'aide à s'équiper parce qu'avec ses plaques d'armure, il ne peut pas s'équiper tout seul.
Donc moi je suis équipée du minimum possible imaginable, c'est-à-dire j'ai à peine des gantelets et un casque. Et je suis armée d'un fauchon. Donc ce fauchon, il est aiguisé que d'un seul côté, ici, et il a une autre pointe aiguisée de l'autre côté, ici. Pour se battre avec classe en fait. Donc moi si j'ai la chance de tuer quelqu'un, ou même de le désarçonner, je le termine avec ce petit poignard. Dans les yeux, ou dans les parties les plus vulnérables, c'est-à-dire sous l'armure, les dessous de bras ou entre les jambes. Voilà, donc j'ai pas beaucoup de chance et j'espère qu'avec le temps je deviendrai chevalier et marcher sur les plats de mon seigneur. J'ai un chapon qui est teinté à la Garance. C'est la seule preuve de richesse que je peux décemment me payer parce que je suis encore sous le joug de mon seigneur qui me donne pitance et un denier d'argent dans le mois si j'arrive à faire ce qu'il me demande. Donc voilà, le seul truc joli que je peux me permettre au moins, c'est aussi un peu le chapeau avec tous les petits pins, ouais, on peut dire ça comme ça, en étain, qui me décrit. C'est-à-dire j'ai une arbalète, oui parce que je fais aussi partie de l'ordre d'arbalétrier aussi, propre au fin 15e, début 15e. On fait comme ça quand on croise un autre cheval. Là on a une hermine, ici on a aussi l'hermine de Bretagne et là une licorne. Là en fait il lâchait complètement le cheval. La licorne c'est plutôt pour un contexte de pureté. Pour la Vierge. Voilà, c'est ça. On part du principe qu'en fait, le corps est fait de liquide, ce qu'on appelle des humeurs, et qu'il y a des mauvaises humeurs. Voilà. Et donc le pu en est une. Donc si le pu sort, c'est bon signe. On pratique, justement à cause de cette théorie des humeurs, on pratique la saignée. Donc ça c'est des outils qui servent à faire la saignée, mais plutôt en Occident. Vous voyez, on ouvre une veine. En général, elle est située au coude, éventuellement à l'arrière du mollet, mais ça c'est un petit peu plus tardif. Et donc on va laisser s'écouler une certaine quantité de sang. Les Arabes pratiquent eux aussi la saignée, mais par contre eux, ils sont plus avec ce type d'instrument. Ça vous rappelle peut-être quelque chose? Des ventouses. Non, mais c'est des ventouses à saigner. Oui, je disais ventouses. Et en fait, ils appliquent ça sur le dos. Donc ils ouvrent, ils font une petite plaie, ils appliquent la ventouse. Ils font le vide dedans avec le bec, ça crée un hématome, on performe l'hématome et on a une saignée en fait. Donc les deux techniques ont cohabité, on va dire, mais plus technique occidentale et là plutôt technique orientale. C'est les types de projectiles qu'on peut recevoir sur le champ de bataille, c'est des flèches. Mes petits camarades là sont équipés de ce que vous appelez des côtes de mailles, qui sont des haubers qui sont faits d'anneaux en fait. Une épée ne peut pas faire grand chose d'ailleurs en général contre ce genre de choses, éventuellement un coup des stocks et encore. Par contre vous avez des flèches qui sont redoutables, celles-ci par exemple elles sont justement appelées perce-mailles parce que vous voyez qu'elles ont un diamètre qui est très faible et qui va comme ça pouvoir rentrer à l'intérieur de l'ouverture de l'anneau. Là vous avez les pointes de flèches classiques dont la plus sympathique est toujours celle-ci. Une fois qu'elle est rentrée, celle-là, il n'y a pas 36 solutions de toute façon, soit on la laisse. On a des témoignages comme ça de malades, de combattants qui sont arrivés avec ça dans le crâne. Là on n'y touche pas. Parce que, sinon, la première solution, si vous avez cette flèche dans la jambe, c'est tout simplement de lui faire continuer son chemin. Oui. Ça sera beaucoup plus simple. Sinon, ce chirurgien Abul Cassis, il a inventé un outil extrêmement complexe. Il est où? J'en ai perdu la moitié. C'est ça. Donc lui, dans la plaie, il va insérer les plumes sur chacune des flèches, des pointes, et ensuite il va extraire avec cette pince, il va extraire et comme il y a les plumes, les pointes ne viendront plus rentrer dans les chairs, abîmer les chairs. Voilà. Parce que les Romains et les Grecs, ils avaient mis des colonnes. Surtout les Grecs d'ailleurs, je pense. Mais bon, je me trompe peut-être. C'est la pierre tendre là vous avez. C'est du calcaire. Calcaire? Ouais, calcaire simple. C'est un liais franc, ce qu'on appelle.
apporter n'importe quoi. D'accord. Tracer quasiment n'importe quoi. Ok. Là, je n'emmène jamais ce qu'il faut parce que, enfin, j'ai pas ce qu'il faut, ça, je ne reste pas assez longtemps ici, une demi-journée. Mais très souvent, je montre aux enfants comment tracer un dessin géométrique complexe sans aucune mesure, avec une règle et un compas. Okay, c'est tout simple en vérité. Hein. C'est que nous, notre esprit aujourd'hui est devenu beaucoup plus scientifique qu'à une certaine époque. Ah oui, ouais, Okay, c'est vrai. et donc, on réfléchit scientifiquement. Il nous faut un mètre, il nous faut une calculette, il nous faut notre smartphone. Ah oui, bah oui. Ok. Alors qu'à l'époque, ils n'avaient pas. Bah non, Ils avaient un compas, une règle. Une règle, ouais. Je tiens un atelier d'herboristerie, donc sur le 12e, où je présente donc plusieurs plantes que l'on se servait au 12e et qui sont également des remèdes en fait. Donc la cuisine est très liée à la médication, donc je présente la sauge, le romarin, le thym, miel qui est un antiseptique. J'explique un petit peu aux gens comment à l'époque on se servait de ça pour calmer certaines pathologies qui aujourd'hui d'ailleurs sur certaines pathologies on arrive à utiliser encore ce genre de choses. Voilà, donc les gens me posent beaucoup de questions. On a un renouveau des plantes, donc je leur fais comprendre aussi que voilà, on a perdu un savoir, je pense qu'on est en train de le retrouver. Donc c'est ce qui me plaisait un peu dans cet atelier. Voilà, c'est d'expliquer aux gens ce qu'on pouvait avoir et les remèdes qui pouvaient soigner certains maux, malgré le peu de connaissances que l'on avait. Qu'on avait ramené d'Orient, certes, avec les croisades, mais bon, tout le monde ne le sait pas et tout le monde n'y croit pas. Donc j'ai eu des gens très intéressants et très passionnés. Donc c'était super. Voilà, voilà, voilà. C'était très bien. Et là, je suis en train de faire une expérience. Je fais une décoction de fleurs de bleuet. Voilà, donc j'ai fait chauffer cette petite houle avec de l'eau où je mets des fleurs de bleuet que je passerai dans un linge pour faire tout simplement des compresses à l'eau de bleuet qu'on utilisait déjà à l'époque pour tout ce qui était affection oculaire, ce qui aujourd'hui n'est pas beaucoup changé puisque vous en trouvez dans certains antiseptiques oculaires et dans les démaquillants modernes. Voilà, donc je tente cette expérience. C'est un peu long, il faut être patient avec les plantes.